Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christine Lambert, Laurent Cuvier, Géry Gitani et le petit nouveau de l'équipe, Olivier Scars. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Ouais, très bien. Et toi ? Ça va, pareil, ça va. Alors, semaine un peu chargée pour tout le monde, j'ai eu l'impression, on a tous un peu assisté au même événement qui a fait briller la toile, on va dire, depuis 2 semaines, là, la sortie des nouveaux Appleton Estate via Vélier. Mais on n'a pas de rubrique news aujourd'hui, donc on va tout simplement pas parler de Roger puisqu'il n'est pas là, hein, donc il y aura plus de news dans 2 semaines, espérons-le. On lui passe le petit coucou d'ailleurs s'il nous écoute, et on va directement vif du sujet. Donc, Vélier en collaboration avec Appleton ou vice-versa, on ne sait pas trop finalement, ont décidé de sortir 3 millésimes 94, 95 et 99 et de les présenter à la planète entière, j'ai l'impression. Tout d'abord en envoyant quelques coffrets de 20 centilitres avec 3 échantillons de 20 centilitres à beaucoup de monde, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Je crois que voilà, les frais UPS, enfin bref, et d'organiser des masterclass dans la foulée. Donc il y a eu des masterclass pour les journalistes dans un premier temps, où ont participé certains d'entre nous. Après il y a eu les masterclass influenceurs où ont participé tous les autres d'entre nous. Et après ça, il y aura au moment de la diffusion de cet épisode, ça sera déjà passé, donc une diffusion publique sur la confrérie du rhum pour le reste de la planète. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous exactement ? Je pense qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet. Appleton, c'est quoi ? Géry, est-ce que tu peux nous expliquer Appleton, ça vient d'où ? Appleton, je pense que la plupart des auditeurs doivent connaître au moins de noms. Hein, donc je vais faire un petit résumé quand même assez rapide. Hein. Appleton, fut la première... on va dire qu'Appleton Estate, plus précisément, est la plus vieille plantation de canne à sucre dont les origines remontent à 1655. Et les premiers rhums sont produits à partir de 1749. Dirigé par John Way et par la suite par son neveu James Ward. Toi qui y étais, Géry, à cette époque-là, ils étaient comment ces premiers rhums ? Non, on va en parler après. Très bien, pardon. Je vais dire ça après. Je suis formique malgré mon grand âge. Donc, en 1916, la société Lindo Brothers rachète Wayne & Nephew, qui en fait est la maison mère, Wayne & Nephew, la maison mère d'Appleton, dont on connaît notamment le rhum blanc Overproof, qui est à 63 degrés, et qui est une institution à la Jamaïque, hein, pour ceux qui y sont allés, comme Olivier. Hein. Il y a un peu d'écho, j'ai l'impression. Et donc, qui représente à peu près 70% du rhum consommé sur place. Pour donner quelques dates, en 1997, Joyce Spence est la première femme au monde à obtenir le titre de Master Blender, c'est-à-dire maître de chai, et elle est encore à ce jour celle qui a les rênes des chais d'Appleton, qui a le stock le plus important de rhum au monde, hein, d'après Luca, à peu près 200 000 fûts en stock. Appleton, c'est 2 types de distillation. Hein. Ils ont leur propre plantation, donc leur propre matière première, mais l'aspe qui provient de leur propre canne à sucre, leur propre levure, leur propre eau. Et ils procèdent à 2 types de distillation. Une distillation en alambic à repasse pour les rhums lourds et une distillation en colonne continue pour les rhums légers. Et la marque de fabrique d'Appleton jusqu'à aujourd'hui, c'était de faire des blends de ces 2 rhums pour la gamme que l'on connaissait jusqu'à hier, on va dire. Hein. Et on peut dire qu'Appleton... on peut dire non, c'est sûr. Appleton fut la première distillerie jamaïcaine à avoir commercialisé des rhums sous son nom, hein, puisque comme on l'a vu dans la dernière émission, les marques comme Hamden, Rossi Park, toutes les autres marques, ce n'est que récemment qu'elles ont commencé à le faire. Et donc ils ont fait ça non seulement localement, mais aussi à l'étranger. Donc on peut dire qu'Appleton, en fait, c'est l'emblème du rhum jamaïcain dans le monde, hein, quel que soit le pays où on va. Dans les restaurants, dans les bars, on va trouver du rhum Appleton.
D'autant plus que depuis 2012, Appleton appartient à la marque à Campari, un des géants donc italiens. Et ce qui n'a pas empêché en fait, comme on l'a vu hier, de sortir des millésimes de rhum très vieux, puisque 94, 95, 99, et qui changent un petit peu, comme disait notre ami Marco Gradiano, un tournant historique, puisqu'ils ont sorti des rhums 100% distillats en pot still. Donc voilà un petit peu en résumé. Alors ça, il faut le reconnaître grâce à l'entremise de Luca Gargano qui a su convaincre les dirigeants de Campari. Donc ça, je trouve ça très bien parce que généralement, quand c'est racheté par les distilleries sont rachetés par des grosses sociétés comme ça, on a tendance à dire qu'ils vont plus faire de petites cuvées, de cuvées spécifiques, etc. Donc voilà un petit peu résumé, on va peut-être donner des détails supplémentaires par la suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette présentation ? Qu'est-ce qui vous a marqué concernant cette sortie ? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a profondément touché, peut-être, je ne sais pas, ou est-ce que tout simplement, une nouvelle sortie Vélier et on n'en parle plus ? Dans quel cas on fera la fin de l'émission comme ça, on s'arrêtera là. Allez, bonsoir. Pas tous en même temps. Je vais y aller. Vas-y, Laurent. Alors, ça m'a pas laissé indifférent, que ce soit la sortie en elle-même ou la masterclass à laquelle j'ai pu assister, mais déjà le fait qu'en effet ce soit la première fois qu'Appleton sorte ce genre de choses, c'est un vrai événement dans notre petit microcosme, donc c'est important. Chose à préciser, et Luca l'a précisé plusieurs fois pendant la masterclass en début de semaine, c'est une sortie Appleton officielle. C'est-à-dire que Vélier n'est indiqué nulle part sur la bouteille. Il semblerait que Vélier n'ait eu, par Luca principalement, n'ait eu un rôle à jouer que sur l'initiative. Sur l'idée de départ de justement embouteiller ce genre de choses. Et après au niveau alors ça c'est pour les bouteilles qui vont sortir, les bouteilles format 70 centilitres qui vont sortir incessamment sous peu, j'imagine, j'ai pas de date, mais sinon après au niveau promo, la semaine prochaine, voilà. Au niveau promo, c'est sûr que par exemple, comme tu disais Benoît, le format 20 centilitres, les 3 bouteilles envoyées aux influenceurs, journalistes, etc. Là oui, clairement on peut penser qu'il a eu un mot à dire et que c'est lui qui a lancé l'idée de faire ça. Donc voilà, pour moi c'est un vrai événement, donc très intéressé par ça. Mais je laisse les autres parler un peu. Oui, alors moi comme Laurent, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on a eu le point de vue de pas mal de monde à travers la planète, on va dire. Et puis j'ai trouvé effectivement que pour une fois, Luca s'est mis un petit peu en retrait. Hein, il n'a pas surjoué comme d'habitude. Je l'ai trouvé très très bien. Et puis tu dis Vélier, mais en fait c'est Campari, puisque même la distribution, ce sera en France, ce sera Campari France, ce sera pas LMDW. Et donc c'est vrai que l'idée et la sélection a été faite l'idée vient de Luca, il a sélectionné avec Joy. Donc moi je trouve ça très très sympa, très bien. J'ai bien aimé la masterclass hier. Christine ? Oui, pareil. Je trouve, comme Laurent et Géry, que c'est un événement en soi, qu'une distillerie aussi connue, aussi prestigieuse, aussi ancienne, d'un seul coup change quelque chose d'essentiel à sa façon de procéder, c'est-à-dire de sortir un rhum qui n'est pas un blend et qui est un 100% pot still. Après, on nous a dit que c'était donc un single marque, sans nous préciser la marque, un single pot still et millésimé qui plus est, donc trois événements en un. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Les rhums, on en reparlera sans doute plus tard, sont réussis, donc ça, c'était
doublement intéressant. Mais moi, j'en ai surtout retenu, comme tu disais, Laurent, donc c'était effectivement, ils ont bien insisté, c'est un embouteillage officiel Appleton, plus qu'une collaboration Vélier. Enfin, la collaboration n'est pas actée sur l'étiquette, ça c'est certain. L'idée vient de Luca. Joyce et Luca nous l'ont dit, c'est Luca qui a été voir Camp Paris et qui leur a proposé cette idée, et il était un petit peu surpris d'ailleurs qu'ils acceptent, nous a-t-il dit, mais ils ont accepté tout de suite. Et donc il a eu effectivement, il a sélectionné, plus exactement ils ont retenu 12 fûts, 12 échantillons, hein, c'est ça, je me souviens bien. Je crois qu'il y en avait 10. Alors 10 ou 12 échantillons, ils sont et à l'aveugle, chacun de son côté, Joy et Luca, de façon assez amusante, ont sélectionné les 3 mêmes. Donc voilà. Mais moi j'ai surtout l'impression que c'est aussi, quand on dit il n'y a pas le nom Vélier sur la bouteille, mais il n'y a pas besoin. Hein. Il y a la bouteille Vélier tout bêtement. Pas faux. La bouteille noire. C'est la bouteille noire, c'est raison. la bouteille iconique de Vélier, donc tu peux. Celle-ci, elle n'est pas anonyme, hein, elle veut dire quelque chose. Et pour un embouteillage officiel Appleton, elle n'est pas sous la bouteille, elle aussi très reconnaissable, d'Appleton. C'est vrai. Donc, moi j'ai l'impression quand même qu'Appleton fait un pas dans Geekland, tu vois, va un peu chatouiller les Rom Geeks. En jouant sur la bonne corde, ce qui n'est pas une critique d'ailleurs, hein, ce qui est plutôt cohérent avec la stratégie générale et celle de Camp Paris en particulier de monter en gamme dans le rhum là où c'est. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà essayé de rentrer justement dans ce fameux Geekland via des embouteillages, par exemple comme la cuvée Joy, donc qui a été faite pour les 25 ans. C'est luxe, c'est pas geek. Ouais, voilà. C'est pas la même. Oui, c'est pas la même stratégie là. Oui, je dirais même si je peux me permettre qu'effectivement ça fait déjà un petit moment qu'ils ont essayé de conquérir ce marché un petit peu du luxe, hein, comme d'autres d'ailleurs, d'autres marques dans le rhum. Il y a la cuvée Joy effectivement de 25 ans, mais même quand tu regardes le 21 ans qui coûte pas des 1000 et des cents pour un 21 ans en vieillissement tropical, ils ont augmenté un peu le prix et ils ont surtout ils ont complètement changé la carafe en mettant une carafe beaucoup plus, j'aurais tendance à dire cognac, dans l'esprit justement d'imaginer ces bouteilles dans tous les restaurants, en tout cas en Jamaïque, hein, et probablement aux États-Unis aussi. Et puis bon voilà, il y a le 30 ans qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a une cuvée qui est sortie exprès pour la distillerie qui a 23 ans. Alors bon, initialement je me suis dit que ça allait tout simplement pas beaucoup plus cher que le 21 ans parce qu'il y a 2 ans de plus, mais comme c'est une série très limitée, je crois qu'il y a à peine 600 bouteilles, on est quand même à quasiment $500 américains. Puis il y a eu la cuvée aussi pour les 50 ans d'indépendance de la Jamaïque. Absolument, où là on est à plus de 4000 € et autre chose. Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur autre chose. Mais effectivement, ouais, ce positionnement pour moi est plus, comme disaient Christine et Laurent, sur le luxe plutôt vraiment que sur la geekerie. Et c'est vrai que voilà, c'est assez marrant justement, comme vous disiez, de voir que là ils ont suivi Luca sur un côté purement geek. Où au final, eux, sur leur chiffre d'affaires, ça changera, mais rien du tout, quoi. Non, donc, c'est agréable de voir ça. En termes d'image, ça changera quelque chose. Exactement. Ça, c'est vrai, tout à fait. Ça, là, sur un produit pointu, pas seulement un produit âgé. Tu as les deux, donc tu joues sur plusieurs tableaux, quoi. C'est plutôt malin, puis c'est malin pour les deux, d'ailleurs, pour les deux parties, quoi. C'est quand Luca te dit, moi, ma stratégie, c'est de repérer des diamants où ils existent et de les polir et de les mettre en valeur, bon ben là t'es clairement dans cette histoire. Ouais. Alors justement, les rhums, parlons-en. Un peu juste avant. Tout le monde dans cette pièce les a goûtés. Ouais, juste avant qu'on parle des rhums. Olivier, on dit pas geekerie, on dit geekitude. Première chose. Pardon. Il fallait que ce soit noté. Deuxième chose, quelque chose que j'aime. C'est mon côté chiant. Un petit truc
quand même que j'ai plutôt bien aimé sur la manière dont il a décrit. Alors, je ne sais pas si c'était exactement son idée à l'origine, mais il parlait de ces embouteillages, là, les 3 bouteilles dont on parle, un peu comme les couleurs d'une palette que Joy Spence utilise pour faire les blends, en disant que ça donnait un petit peu accès justement à ce travail de master blender, en expliquant que habituellement on voit le résultat, on voit l'œuvre, on va dire le tableau, l'association de ces couleurs-là, voilà. Et là on a justement des couleurs primaires entre guillemets avec lesquelles elle va s'amuser derrière. J'aimais bien l'idée. Alors après c'est peut-être un peu plus romancé que ça n'est pour de vrai, mais j'aimais bien ce parallèle-là. C'était romancé, mais l'image était quand même très parlante. Absolument. Ouais. Et je me permets juste aussi une toute petite précision. Forcément, comme beaucoup de blogueurs, on a été un peu à l'affût des détails et surtout on avait envie de les sourcer pour pas s'amuser à dire tout et n'importe quoi. Par rapport à la distribution, effectivement, ça a été assez compliqué de bien comprendre ce qui allait se passer. Aussi pour la simple et bonne raison que si vous regardez à l'arrière des mignonnettes donc de 20 centilitres, il y a écrit que c'est importé et distribué par Vélier. Donc là, effectivement, ça a mis un affreux doute. C'est pour ça, je pense qu'il fallait pas s'amuser à sortir une review avant la masterclass, parce que c'était le meilleur moyen de dire oui, non, vous inquiétez pas, il y a écrit Vélier, donc ça va être la maison du whisky. Mais effectivement, malgré cette contre-étiquette, il a été confirmé hier que ce serait bien effectivement Campari France et Campari International qui allaient desservir et distribuer ces bouteilles. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord avec Laurent sur le fait que Vélier n'est finalement pas mis en avant sur ces cuvées. Et c'est vrai qu'on n'était pas à la même session avec Laurent, et je rejoins Jerry sur le fait que sur la session sur laquelle on était, j'ai trouvé Luca effectivement assez en retrait, mettant vraiment en avant Joy et la laissant vraiment s'exprimer même beaucoup plus que ce dont je me serais imaginé. Donc c'était assez agréable, j'ai trouvé, même si c'est toujours agréable de voir Luca faire des grandes présentations, mais voilà, ça a changé. Bon, en même temps, Joy, c'est quand même une star, hein. Tu marques pas dessus comme ça non plus, faut pas. Non, c'est sûr, mais bon, Luca, on l'a déjà vu à côté de Star avoir aussi un comportement assez différent et sans spécialement porter de jugement. Moi, j'ai trouvé Star, Luca, donc là, il s'est quand même effectivement mis il a laissé Joy en avant, c'était bien. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, juste pour non pas pour allonger l'émission, mais juste donner un petit ressenti complémentaire. Je sais pas pour vous, messieurs, dames, mais ce qui m'a vraiment plu, moi, c'est que dans un mois de novembre bien pourri, avec une météo complètement horrible, ça avait des petits airs un petit peu de festival, même si on était chacun chez soi. Moi, je pratique pas beaucoup Zoom et les, on va dire, les visios comme ça où on est hyper nombreux. Mais c'est vrai que là, il y avait un peu ce côté convivial que je trouve justement Luca et Joy, avec aussi l'intermédiaire de Yann qui a été très bon en animateur, un peu comme d'habitude, mais vraiment, voilà, je trouvais qu'il y avait ce petit parfum un peu de festival et cette espèce de côté un petit peu euphorique qu'on peut avoir quand on déguste quelque chose de bon et qu'on peut en parler avec le copain qui est à côté de soi, quoi. Est-ce que tu veux dire par là que tu étais aussi carpette que sur un festival, Olivier? Non, parce que si tu te souviens bien, je suis carpette uniquement à la Cocktail Street, c'est-à-dire à la toute fin. Avant, je suis très sérieux, je crache tout. Olivier, je vais faire mon Laurent, on dit pas messieurs, dames, on dit madame, messieurs. Oui, pardon. Voilà. Alors ça y est, merde, faire son Laurent, c'est vraiment chiant. Revenons sur le sujet. Donc, ces 3 millésimes, donc, comme je disais, 94, 95 et 99, il y aura donc 3000 bouteilles de chaque, si on a bien compris, distribuées donc, partout dans le monde. Il y aura donc des versions 75 centilitres distribuées aux US et 70 centilitres distribuées en Europe. Et apparemment, il y aurait quand même encore des coffrets qui seraient mis en vente avec les 3 en version 20 centilitres.
Ce qui est plutôt malin en fait. Donc ce n'était pas que du teasing pour les journalistes, mais effectivement, donc ce coffret sera en vente également. Le tout à partir de lundi, lundi qui vient, selon nos informations. Donc ça c'est plutôt sympa aussi pour ceux qui cherchent. Au niveau du prix, je ne sais pas si on a les prix. Quelqu'un a eu les prix pour cette Rien d'officiel. Sur le communiqué, moi j'ai 250 €. Ok, très bien. Prix pour chaque. Pardon ? Le même prix pour chaque ? 250, oui. C'est ce que j'ai sur le communiqué de presse. Ouais, il parlait pour l'Angleterre 200 livres, donc c'est à peu près ça. Oui. Il nous a dit entre 200, 220, 250 par là. Bon, j'ai 250. Ouais. Ça dépend peut-être des marchés ensuite. Oui. Et j'ai donc 300 bouteilles de chaque France. D'accord. Ok. Ce qui n'est pas cher en fait pour des rhums de. Ah non, clairement pas. Ah non, clairement pour c'est même moins cher. Pas cher. Alors. Et juste pour même aller plus loin, c'est même moins cher que l'équivalent dans la gamme officielle. Hein. Si vous regardez, c'est vrai. Voilà, si vous regardez le prix de la cuvée Joy, ce sera un peu plus cher que 250 € de souvenir. Là, tu es sur du 21, 25 et 26, Et 26. Ouais. Alors, pour le 21 qu'on pense. Les rhums, vous en avez pensé quoi, grosso modo? Si je me permets de prendre la parole. Il est bavard. Il est extrêmement bavard, en fait. Il est pire que le belge. Ah oui, c'est faux, j'ai rien dit exprès pendant les 20 premières minutes. Et donc tu vas rallonger de 50 derrière. Absolument, mais oui, parce que Laurent est mon maître et il m'a tout appris. Bref, en tout cas, sur le ressenti. Au début, j'avais effectivement l'impression, et je l'ai d'ailleurs toujours un peu, qu'on est sur trois profils très différents. Je trouve quelques similitudes aux trois, notamment ce côté un petit peu orange, zeste d'orange, ce côté un petit peu comme ça, qui est un marqueur qu'on voit assez souvent, et même peut-être un petit peu dans la gamme classique d'Appleton. Et puis, au-delà de ça, par contre, je trouve vraiment qu'on est sur des profils très différents. J'avais un petit peu de mal avec le 95. J'ai compris qu'il fallait lui laisser beaucoup de temps pour s'exprimer. Je pense que c'est le plus concentré, le plus intense, et qu'il faut vraiment lui laisser du temps. Le 99, c'est plutôt la fraîcheur, celui qui laisse un peu plus exprimer le côté Hyester, justement, ce qui est une première mondiale pour Appleton, à ma connaissance. Hein. Après, j'ai pas dégusté de très très vieux Appleton, mais il me semble pas qu'Appleton ait mis ça en avant, et en tout cas sur la gamme actuelle c'est une certitude. Et puis le 94 qui m'a rappelé, mais comme certains vieux Jamaïcains m'avaient déjà rappelé, des arômes de très vieux Demerara. Je pense par exemple au Rask 1954 que Vélier avait embouteillé avec Benioni, où c'est pareil, à l'aveugle, si on te dit pas que c'est jamaïcain, tu peux te faire avoir. Et du coup, voilà, personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Alors, forcément, en tant que blogueur, et je ne sais pas si Laurent recevra éventuellement les mêmes retours, mais c'est toujours difficile de dire que quelque chose est bien quand on nous l'a offert. Parce que directement les gens se disent tiens, il a été acheté, ou peut-être que il se sent obligé de dire que c'est bien, mais non, en étant le plus honnête du monde, très sincèrement, ça m'a plu. Et je vais même aller plus loin. J'aurais préféré que certains profils ne me plaisent pas pour être plus riche à la fin du mois. Voilà. Voilà, je vais le mettre sur mute maintenant. Vous pouvez. Pendant 2 semaines. Hop. Alors, moi, c'était un peu étrange. J'ai fait on a reçu les samples en semaine dernière. Et je les ai goûtés samedi dernier. Et donc, la masterclass n'était que lundi. Et donc, j'ai commencé à les goûter déjà samedi. Donc, je venais de les ouvrir. Je sais pas, je les ai laissés. Alors, par contre, j'ai passé plus de 2 heures dessus, facile. Et ça m'a fait ma première impression. Et c'est là que j'avais pris mes notes de dégustation. Et après, pendant la masterclass, j'ai surtout pris des infos par ailleurs, pas vraiment sur la dégustation en elle-même, mais sur la genèse du projet, etc. Et moi, alors déjà, c'est intéressant parce que je pense
à 2 jours d'intervalle avec les bouteilles ouvertes, déjà il y a des choses qui ont changé. C'est des profils tellement concentrés, parce que c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est la concentration aromatique de ces trucs, où il se passe énormément de choses, où c'est collant, où ça arrive partout en bouche, même avec une goutte. Enfin, vraiment, voilà, c'est extrêmement concentré, et ça, j'aime beaucoup. Et moi, ma préférence, elle est plutôt au 95. À vrai dire, que j'ai trouvé le plus, même si je lui ai pas donné plus de temps qu'aux autres, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus gourmand, avec vraiment des notes pâtissières. Moi, c'est un peu mon kiff, donc celui-là m'a beaucoup plu. Ensuite le 94 et ensuite le 99. Comme tu dis, Olivier, pour moi les 3 sont quand même réussis. Maintenant, il faut quand même souligner le fait que même si pendant la masterclass il était dit que le bois était vraiment bien maîtrisé, il l'est en ce sens que ça pourrit pas à la déguste, mais ils sont quand même bien boisés, quoi. Faut le dire. Et le 95 que t'adores, moi je le trouve très très boisé. C'est marrant. Ouais. Donc voilà, je pense que ça plaira pas à tout le monde du tout. C'est-à-dire que c'est pas franchement facilement abordable comme rhum, quoi. C'est pas des choses enfin voilà, il faut avoir déjà un peu de l'expérience, un certain bagage pour pouvoir apprécier ce genre de choses, je pense. Ouais. Effectivement, ils sont très concentrés, je suis d'accord avec ça, je ne peux pas dire le contraire. Et surtout, ils sont à la fois très évolutifs, mais ils évoluent très lentement dans le verre. Moi, je sais qu'après la dégustation, je les ai laissés pendant des heures jusqu'au lendemain matin dans les verres, et ça finit par embaumer tout l'appartement, clairement. Mais ça changeait réellement, quoi. Le profil changeait réellement. Ensuite, contrairement à Olivier, moi, je les ai trouvés quand même très similaires, très proches. Ne serait-ce que justement parce que le boisé est relativement présent, les marqueurs sur l'orange, bien qu'ils évoluent, il y en a qui sont plus sur l'orange confite, d'autres plus sur l'orange non confite. Déconfite. Normal. Ça y est. T'es quand même sur les marqueurs Appleton, donc voilà, ça avec. Mais sur le 99, non, t'as pas trouvé ce côté un peu olive, un peu high ester? J'ai trouvé que le 99, pour moi, est celui qui gagnait le plus à prendre l'eau, ce qui n'était pas nécessairement le cas des autres, en tout cas en bouche, ça c'est sûr. Et non, je n'ai pas trouvé ce côté olive que tu remarques. En revanche, le 99, je tiens à dire, parce que c'est aussi pour ça que je commence à bégayer gentiment, j'ai suivi le conseil de Joy et je me suis fait là ce soir, là tout de suite maintenant, un old fashion au 99 avec un petit peu de mélasse au lieu du sucre. C'est à tomber. Moi, ça me fait envie. Ah ben oui. Ouais, ça donne soif. Et ça évolue vraiment bien. Et du coup, maintenant, je crois que je vais vous laisser parler et je vais gentiment siroter. Moi, je ne peux plus parler, personnellement. D'accord. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'étais agréablement surpris. Comme Christine, je trouve qu'il y a pas, qui sont assez semblables. Effectivement, il y a ce côté très gourmand. Moi, je les ai goûtés hier midi. Et les verres vides, je les ai gardés, les verres vides, pour la masterclass le soir. Et effectivement, ça embaumait la pièce où j'étais, les verres vides. Ce que j'ai aimé, alors c'est vrai qu'il y a un côté boisé, ça c'est indéniable. Mais pas tant que ça, finalement, pour des rhums aussi vieux. Parce que c'est quand même des rhums. Comment ? C'est pas dérangeant, on est d'accord. C'est pas dérangeant, voilà. Et alors c'est vrai que le 99, j'ai trouvé que c'était le plus facile, effectivement, peut-être. Mais ma préférence a été sur le 95 aussi, car je l'ai trouvé plus complexe, plus difficile, mais plus complexe, et surtout celui qui avait la finale la plus longue. Et ce que j'ai trouvé aussi, alors bien sûr il y a ce côté orange, on l'a tous constaté, c'est la marque Appleton. Joy a beaucoup insisté là-dessus d'ailleurs pendant la masterclass, la nôtre. Mais moi, ce que j'ai trouvé qu'il y avait ce côté fruits secs, un peu pruneaux, raisins, abricots, qu'on trouve pas dans les autres Jamaïcains. Et ça m'a énormément plu. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ces rhums-là.
Et puis une chose aussi, c'est des rhums 60-63 degrés et on se sent pas, c'est quand même très rond, ça agresse pas du tout. Ça c'est très vrai, ouais. Je te rejoins sur ce point, c'est qu'effectivement, malgré les 60-63 degrés, ça passe assez facilement. On n'a vraiment pas cette sensation de brûlure ou autre qu'on peut avoir sur des rhums avec des degrés aussi élevés. Après, pour ma part, alors celui qui m'a vraiment le moins plu et où j'ai pas été emballé du tout, c'était le 99. Trop aqueux. Dans un premier temps, comparé aux deux autres, et après je lui ai trouvé, alors j'avais effectivement, comme disait Olivier, le côté olive, je l'ai retrouvé là-dedans, et même après ouverture, après une bonne vingtaine de minutes, j'avais même un côté céleri en fait, voire bouillon de légumes qui me dérangeait vraiment et qui me correspondait vraiment pas du tout, alors que je ne le retrouvais pas dans les autres. Maintenant, si je devais choisir entre 94 et 95, étant quand même assez fan des profils plutôt boisés de manière générale, j'irais quand même pour le 94 parce que je pense qu'il est un peu plus concentré à mon goût comparé au 95. Voilà. Ce que je trouve super intéressant, c'est que on a 5 avis là, ils sont à peu près tous différents. Ouais. Avec des préférences différentes, mais pas que ça, aussi un peu mine de rien, des analyses aussi un peu différentes. Donc, moi, ça c'est bon signe. Ouais. Voilà, ça me plaît beaucoup qu'il n'y ait pas d'unanimité sur une bouteille, que chacun peut y trouver son compte. Et alors, ça va être compliqué pour tout le monde, évidemment, de pouvoir les goûter avant de se dire, bon, moi, j'achète un tel ou un tel, évidemment. Mais j'aime beaucoup cette diversité, on va dire, et qu'il n'y ait pas vraiment tout le monde soit raccord sur celui-là il est super réussi, celui-là ça va, et celui-là il est tout pourri. Maintenant comme ça, les auditeurs qui écoutent l'émission ne vont pas se jeter que sur une bouteille, mais du coup ils vont hésiter. Ils vont mais voir. Tu sais, c'est rigolo parce que plutôt que de dire ils vont pas se jeter sur une bouteille, parce que j'ai posté mon article plus tôt dans la semaine là, et dans les commentaires il y a des gens qui n'imaginent pas pouvoir les acheter séparément. Ils ne pensent que pouvoir acheter les trois. Un peu de la manière des employees Caroni, quoi. Alors évidemment ça revient cher, même si ce n'est entre guillemets que 250 €. C'est quoi 250 €? Ce qui est rigolo, c'est on a été, et ça je voulais en parler aussi, on a vraiment été alors brainwashed, c'est pas le terme, ce serait trop fort, mais préparé, conditionné et préparé à ça, c'est-à-dire que on s'attendait tous à ce que ce soit plus cher. Mais autour de 400 €. Ouais. Exactement. Quoi. Et on l'accepte. Absolument. Et les gens donc là, et on dit merci. Ouais, là, 250 €. En effet, c'est ce qui a été évoqué par Luca. Alors, il a quand même pris des pincettes en disant ça va dépendre des marchés, ça va dépendre de la marge prise par les revendeurs, etc. Mais du coup, ça m'a même fait m'interroger. Moi, à un moment, je me suis demandé s'il ne parlait pas d'un prix pro. Moi aussi. À vrai dire. Et si c'était pas un PVC. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Les marges distributeurs. Ouais. Mais du coup, je sais pas à quel prix on va arriver. Si 250, ce sera le prix chez le caviste, quoi. Non, moi, c'est le prix public qui est indiqué sur le communiqué. Et après, tu vois, le communiqué, il est arrivé il y a déjà des semaines, donc peut-être que ça va s'affiner, mais bon, je pense pas non plus que le prix sera le double à l'arrivée. Alors, hier, on nous a laissé entendre qu'il y avait donc eu ce choix de ces 3 millésimes-là, mais qu'apparemment, l'année prochaine, il risquait d'en avoir un 4e qui va arriver. Avant d'arriver au 4e, ce que je voulais dire par rapport à Laurent, il disait qu'on avait chacun des avis un peu différents, c'est vrai, mais ce qui était intéressant dans la masterclass d'hier, c'est qu'il y avait quand même des tendances culturelles. C'est-à-dire que les anglo-saxons, pour la plupart, ont préféré le 99, alors que enfin dans notre masterclass en tout cas, alors que par exemple le 95 c'était vraiment les gens qui sont habitués au rhum complexe, au rhum agricole, qui ont préféré le 95. Donc il y avait quand même des tendances comme ça en fonction de la culture de chacun. Ça c'était intéressant à constater. Et les germanophones, le 94, ouais. Ouais, d'ailleurs,
pour rebondir sur les germanophones, on avait eu cette même sensation au Caroni Cérémonie qui avait pour but de déguster tous les derniers fûts de Caroni. Les Allemands avaient absolument pas les mêmes retours de dégustation que, on va dire, les pays plus latins, Italie en tête, France pas très loin. Effectivement, il y avait vraiment ce côté où il y avait les Allemands d'un côté et puis le reste du monde, quoi, sans mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec Jerry. Non, rien. On va dire du football. Mais non, voilà. Je suis d'accord avec Jerry. Effectivement, c'était assez marrant de voir que, comme quoi, effectivement, on comprend un peu mieux sur ce genre de dégustation multiple pourquoi il peut y avoir telle ou telle bouteille qui ne sort que sur un marché et pas sur un autre. Effectivement, moi personnellement, je l'ai compris un peu mieux hier, quoi. Je voulais réagir sur un truc aussi. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a vraiment une trame dans les trois. Ils sont clairement pas chacun à une pointe d'un triangle. Ils sont quand même assez. Il y a une colonne, quoi. Il y a une colonne vertébrale qui partagent tous. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans leur différence. L'alambic, c'est du pot style 100%. Tu parles de colonne. Bravo. Oh merde. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur leurs petites différences, elles peuvent être quand même suffisantes. Moi, je sais que pendant ma dégustation, même si j'ai clairement trouvé un tronc commun, les petites différences ont fait que sur l'un, ça m'a évoqué un rhum déjà dégusté, que sur un autre, ça m'a plutôt évoqué un autre style de rhum. Donc, il y avait vraiment ça par moment dans la dégustation. Je ne sais plus si je pourrais me rappeler lequel était lequel, mais je crois que sur le 99, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté. Alors sur les trois, il y a un côté un peu vieux Demerara de toute manière, j'ai trouvé. Mais je pense que ça c'est vraiment l'influence du bois qui, au-delà d'un certain temps, a tendance à ramener un peu les mêmes arômes. Voilà. Mais il y en a un, ça me faisait passer à des vieux Demerara, boisés. Pourquoi pas un Skeldon 78. Un autre, sur certains trucs avec du cuir, du menthol et ce genre de choses, ça m'a ramené vers des vieux Bellevue, un petit peu sur des choses comme ça, et je me suis dit tiens, c'est quand même intéressant. Et sur le dernier, par moment, alors sans cette gourmandise dévastatrice, mais il m'a fait penser à un Enmore 95 parce qu'il y avait de la noix, il y avait de l'abricot et du coup ça m'a. Et donc je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que même si moi-même je suis le premier à reconnaître qu'ils partagent beaucoup de choses, mais que sur les différences pas forcément hyper marquées, ça peut suffire pour faire penser déjà à d'autres styles, quoi. Voilà. Mais ce qu'ils partagent déjà, c'est le poids en bouche. Ah ouais. La texture et le poids en bouche. Ouais. T'as pas l'habitude d'avoir ça chez Appleton, c'est clair. Ouais. C'est quand même une autre lecture d'un seul coup de la distillerie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui a été pas mal soulevé hier et c'était assez marrant parce que forcément en dégustant des Appleton, moi ça faisait très longtemps que j'en avais pas dégusté. La dernière fois c'était fin 2017, donc ça remonte. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont soulevé avec honnêteté devant Joy, donc c'était assez couillu, que pour eux Appleton ça faisait pas rêver. Jusqu'alors, c'était ça, leur idée d'Appleton. C'était un rhum trop plat, trop simple, trop consensuel, trop orienté peut-être pour une clientèle et un marché américain. Mainstream, d'ailleurs, quand tu vas en Jamaïque, dans les rhum shops, qui sont les endroits, l'équivalent un peu de nos petits bistrots de campagne ou de quartier, jamais tu vois d'Appleton. C'est bien trop cher au verre. Tu vois que tu vois du Appleton déguisé entre guillemets parce que tu vois du Wren Nephew, mais tu vois tout effectivement les rhums blancs et du Appleton tu n'en vois que dans les restos plus ou moins chic et effectivement voilà, là le fait que Appleton ait fait ce chou, et accepter la proposition de Luca là-dessus, effectivement ça a enthousiasmé beaucoup de gens et je trouvais ça intéressant et très sympa d'ailleurs que de nombreuses personnes aient l'honnêteté de dire à Joy d'habitude voilà, Appleton on voyait ça un peu comme un rhum sur lequel on s'emmerde, mais vraiment je crois que c'est Jonathan notre ami Jonathan Chiclin qui lui a pas dit ça en ces termes mais quasiment au point que Yann Burrell a intervenu en disant wow, sérieux, et après voilà il s'est repris en disant mais non ça c'est génial, ça c'est super, voilà vous avez un outil de production qui est incroyable quoi. Donc
Faites-en plus des comme ça, des ROM. Non, mais c'est vrai que là, Appleton ne s'adresse pas à sa clientèle traditionnelle. C'est vrai que le gars qui est habitué à son Appleton 12 ans, il va pas aimer ce qu'on a goûté hier. Ça, c'est sûr. Ça va lui faire drôle, ouais. Donc, mais moi, je trouve ça très enthousiasmant quand même. S'il devait faire que ça, il n'y a pas de 200 000 fûts en fût, là, dans les chaises, c'est pas la peine. Hein. Ouais, c'est ce à quoi je pensais aussi. Ça, c'est clair. Non, mais je trouve ça très enthousiasmant, vraiment cool de voir. Enfin, je sais pas pour vous, mais dans le microcosme du rhum, quand ça fait quelque temps qu'on essaye de goûter à peu près tout, ça fait du bien d'être un peu surpris, d'attendre comme ça avec impatience des rhums. Moi, personnellement, ça faisait assez longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors, ça veut pas dire que il y a pas de rhums qui m'ont pas enthousiasmé, mais vraiment cette sortie, je l'attendais tellement que j'en avais même peut-être un peu peur d'être déçu. Et voilà. Alors, bon, après, chacun se fera sa propre idée, mais voilà. Moi, je suis très joyeux. On en revient vraiment au côté geek. Hein. Ça s'adresse vraiment. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était le but. Hein. Exactement. Mais je dirais pas que c'est, tu vois, qu'on s'emmerde chez Appleton et que d'un seul coup, tac, il y a un truc très excitant. Ah non, moi non plus. Hein. Mais... Voilà, non, c'est une autre lecture d'une même distillerie et les deux peuvent cohabiter. Et puis en même temps, tu vois, t'as beau les trouver parfaits, je suis pas sûre que, enfin, moi, j'aurais pas envie d'en boire tous les soirs, par exemple. Ah non, bien sûr. C'est pas. Même pas en old fashion avec de la mélasse. Alors, écoute, peut-être révisé. Là, effectivement, en old fashion avec de la mélasse, je pense que ça peut devenir très addictif. Rapidement. Il faut absolument. Non, mais c'est vrai hein, qu'effectivement, je pense pas que Appleton tout était acheté. Mais c'est vrai que c'était intéressant et d'ailleurs beaucoup de gens hein, sur les réseaux sociaux considèrent qu'Appleton c'est sympa, mais c'est pas fou quoi. Y a beaucoup de gens qui font un peu le parallèle avec le cognac en disant que c'est un peu le Rémy Martin ou que c'est un peu le Martel ou un peu le Camus. Enfin bref, les grandes marques parce que c'est les gros mastodontes qui se font pas chier, qui balancent du volume et puis qui peuvent parce qu'ils ont les stocks. Moi, je suis plus nuancé parce que en vraiment goûtant et regoûtant, et notamment les cuvées plus récentes et plus âgées, notamment hier, je me suis fait un petit starter avant de commencer avec justement cette cuvée Joy 25 ans. Sincèrement, celui qui s'emmerde en buvant ça, écoute, je sais pas comment il s'amuse, hein, mais bon. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, cette critique un peu d'Appleton sur le côté un peu pas prise de risque, trop rond, trop consensuel. Donc voilà, c'était simplement pour compléter le propos. Parfait. Alors je pense que là justement le risque a été pris. Pour l'instant, les retours sont globalement plutôt bons. Alors maintenant la question c'est est-ce que ça va continuer ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça a été un one shot ou est-ce que ça va continuer dans le temps ? Ça, je pense qu'on ne le saura pas. Alors hier, effectivement, il y a eu un petit. qui va sortir. Mais moi, je l'ai demandé hier, ça. J'ai dit, voilà, vous nous avez proposé ça, c'est quand même pas mal. Est-ce que du coup, c'était, comme tu dis, un one shot ou est-ce que c'est le début de quelque chose, peut-être la Hard Collection qui va grandir ? La réponse, comme vous le disiez tout à l'heure rapidement, c'est que il y a eu le foie, ça va être intéressant. C'est qu'il y a eu il va y avoir un 4e millésime plus vieux. Alors même s'il l'a pas dit, mais on l'a vu sur des photos parce que il y a une photo sur les réseaux sociaux où il pose à côté de Joy. Voilà, c'est ça. Et donc je vais cracher le morceau. Ils vont sortir en 1984. Spoiler. Ouais. Et ce sera que l'année prochaine. Ce sera que l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Alors que ceux-là vont sortir là vraiment incessamment sous peu. Donc, a priori, la réponse, c'était il n'y aura qu'un 4e et ça continuera pas par la suite. Alors, ça n'a pas été dit dans ces termes-là, c'est ce qui était sous-entendu. Maintenant, en effet, on n'est pas à l'abri que dans 2 ans, ils en sortent 3. Et voilà, bien sûr. Oui. Moi, juste un petit truc sur lequel je veux revenir parce que quelqu'un disait ils sont tous excellents. Moi, je trouve qu'ils sont tous bons. Les 3 sont bons, les 3 sont intéressants. Et parfois, ça peut être bon et pas forcément très intéressant et vice-versa. Ce qui les rend déjà bons à avoir dans le sens où voilà, quelque chose qui est bon et intéressant à la fois, c'est pas si courant que ça au final. Maintenant, est-ce qu'ils procurent tous
un plaisir vraiment exceptionnel, c'est moins facile de répondre à cette question. C'est ça. Et donc, ce sont de très bons rhums. Très bons, exceptionnels. Non. Est-ce que c'est, je vais prendre le risque de le dire, mais est-ce que c'est le meilleur truc que j'ai goûté de ma vie? Non. Ah bah non, moi non plus, mais... Comment pas? Tu vas le laisser dormir 15 ans et ensuite tu paieras les études de tes enfants avec, c'est fait pour ça. Hein. Apparemment, ouais. Apparemment, c'est fait pour ça. Après, ça dépend quand même aussi des palais de chacun, c'est-à-dire que je pense que entre... Non, Olivier, non. non, mais là, j'avoue, j'enfonce une porte ouverte, mais... T'as oublié d'appuyer sur le bouton, Benoît. Merde. Non, mais Olivier, il touche des pots de vin de chez Villiers, c'est pour ça, on le sait en plus. Non, mais moi, je ne dis pas que c'est exceptionnel. Très sincèrement, je vais même vous dire un truc, c'est que je suis 1000 fois d'accord avec vous, et pas 57 fois, mais 1000 fois. Mais très sincèrement, il faut aussi se mettre à la place d'un type qui n'a pas nos expériences en termes de dégustation d'à peu près, je sais pas combien de centaines ou de milliers de rhums. Quelqu'un qui aura pas dégusté autant de rhums que nous 5, peut-être que lui trouvera ça exceptionnel. Si je l'avais aussi, mais d'ailleurs Laurent, Jerry, Christine, Benoît, vous les aviez dégustés 3 ans auparavant, ou même pour Jerry plutôt 50 ans auparavant. Mais voilà, peut-être qu'on serait entre guillemets à se dire waouh, c'est vraiment dingue. Donc je sais pas. Je pense qu'il faut essayer aussi de voir les choses avec le maximum de recul. Certes, effectivement, moi je vous rejoins tout à fait. Je trouve pas ça totalement exceptionnel, mais voilà. Pour reprendre ton terme dingue, je trouve que le nez est dingue. Par contre, en bouche, c'est vrai, c'est très bon, mais c'est pas exceptionnel. Après, Olivier, la personne qui, comme tu dis, a peut-être un peu moins d'expérience en dégustation, etc., qui risque de trouver ça bon. La question, c'est est-ce qu'elle va le trouver bon parce que c'est bon, ou est-ce qu'elle va le trouver bon parce que le marketing est bien fait? Ça va dépendre de chaque personne. Mais moi, c'est vrai que non, mais c'est pas bête ce que tu dis, Olivier, parce que de la même manière que je t'en prie pour une fois, de la même manière que nous, on a pu avoir des claques. Il y a, j'en sais rien moi, 5, 6, 7 ans sur des trucs. Enfin, moi, je me rappelle précisément la première fois que j'ai dégusté un vieux Demerara Parvélier, qui était l'UF30. Ah bah là, ça m'a fait un vrai choc. C'est-à-dire que c'est la première fois que je dégustais quelque chose de ce style-là, de cette puissance-là, de cette concentration-là, même de cette puissance alcoolique-là. Ça me faisait d'ailleurs un peu peur avant de mettre ça en bouche. Donc oui, je te rejoins. Il n'est pas impossible que certaines personnes qui goûtent ça et qui ne sont pas forcément passées par d'autres choses avant soient comme ça un petit peu choquées positivement, quoi. D'autant que je rebondis sur ce que tu avais dit à la fin de ma première participation sur le single cast concernant Hamden. Et vraiment, ça m'a fait vraiment réfléchir ce que tu as dit, sans te lancer de fleurs. Mais en fait, on oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas aussi dingues de rhum ou expérimentés ou ce que vous voulez. Enfin, chacun trouvera son adjectif qui lui sera propre. Et que sur les gens qui nous écoutent. Il y en a certains, mais c'est vrai que, sur 1 heure de discussion à propos d'Hamden, on a quasiment oublié, et heureusement que Laurent était là, de dire en fait à quel point en fait, au-delà du marketing, des problèmes de single cast, de ce qu'on veut, c'est vraiment incroyable en fait. C'est un rhum qui est ultra atypique, qui est complètement fou, et en fait on a oublié de le dire. Et je pense que là c'est pareil, il faut peut-être faire attention sans bien sûr s'empêcher de critiquer, hein, c'est pas du tout le propos, mais quand même voilà, mesurer quand on dit que quelque chose n'est pas exceptionnel. Il y a peut-être des gens qui vont le prendre en se disant bon bah c'est ok, ils ont dit ça veut dire que c'est pas terrible, bon bah vas-y je passe à côté. Je pense que c'est pas des rhums auxquels il faut qu'il faut mettre de côté. Je pense qu'il faut essayer de les déguster s'ils en ont la possibilité. Maintenant voilà, effectivement, est-ce que nous on les trouve exceptionnels? Globalement nous 5 on est d'accord pour dire qu'on n'irait pas jusque là, mais est-ce que ça vaut la peine d'être dégusté? Clairement. Donc voilà, c'était juste la mini aparté.
Maintenant, je me remets en mute et je vais faire ma vaisselle. Merci Olivier pour la mini aparté. Alors non, tu vas pas rester en mute parce qu'on a à la fin de cette émission et que tu as encore ta nouvelle rubrique à nous proposer. Donc, tu as dorénavant déjà, dès cette première émission, une rubrique et on va te laisser nous la présenter. Donc, tu as voilà, tes quelques minutes de gloire sont maintenant, même si les 40 premières sont déjà passées, mais ça. Putain, je sens que ça a été fil rouge. Ça va me suivre. C'est quoi le concept? Qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, écoutez, j'aurais tendance à appeler ça la rubrique licorne. Je n'ai pas vraiment de jingle. Je peux essayer d'imiter une licorne, mais ça risque d'être un peu compliqué. On va te trouver ça pour la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Si vous avez un sample à balancer à ce moment-là de licorne. Voilà, l'idée de ce concept est de raconter une anecdote à propos d'une bouteille un peu iconique, un peu, on va dire, plus ou moins rare, non pas pour détailler la dégustation à proprement parler pendant des heures, mais surtout pour parler de l'histoire qui est autour de cette bouteille. Et je me suis dit, bah tiens, quoi de mieux que de prendre un petit peu par ordre chronologique et de redescendre jusqu'à 1780 pour vous parler du rhum Harwood, la version light à 69%, qui est la version qui m'a été offerte de déguster. Donc, pour vous parler un petit peu de cette cuvée, il faut vous parler un petit peu d'une famille qui est la famille Lascelles. Je ne pense pas que ça se prononce comme ça parce que c'est une famille britannique, mais je ne vais pas me lancer dans un accent à peu près approximatif. C'est une famille en fait donc du XVIIIe siècle qui globalement a prospéré notamment grâce à Henry ou Henry, ça je peux me risquer à faire l'accent, à la Barbade dès 1711. Il a fait fortune avec une entreprise familiale qui avait des activités dans les opérations bancaires et dans le sucre, et puis malheureusement bien plus tristement dans le commerce d'esclaves. Ça a son importance déjà historiquement, mais également vous verrez que ça a une suite dans cette histoire, le fait de mentionner cela. Avec cette fortune familiale, un peu plus tard, en 1767, son fils Edwin va créer dans le Yorkshire une maison qui s'appelle la Harwood House, qui est un palais palladien. Les amateurs d'architecture iront regarder ce que c'est qu'un palais palladien, je ne vais pas le détailler ici. Et ça a son importance, cette maison. Pourquoi ? Parce que le descendant de la famille Lascelles, un certain Marc, 2 siècles plus tard, alors qu'il faisait tranquillement les inventaires de vins et spiritueux des caves de la maison, va découvrir vraiment au fin fond de ces caves 28 bouteilles recouvertes de moisissures, de toiles d'araignée, enfin bref, complètement méconnaissables, sur 2 étagères. Il va les faire expertiser, on va pouvoir confirmer qu'il s'agit bien de rhum et il va décider de les mettre en vente aux enchères chez Christie's. Il va y avoir un premier lot de 12 bouteilles en vente en décembre 2013, un deuxième de 16 bouteilles en décembre 2014. Chaque bouteille était à peu près estimée entre 600 et 800 livres sterling. Finalement, la première vente a permis de récolter quelques 80 000 livres et la deuxième 100 000 livres. Donc effectivement, on est bien au-delà des estimations initiales. Ça a son importance de parler d'argent, non pas pour se dire qu'ils se sont mis ça dans la poche, mais parce qu'en fait, et c'est là où je reviens par rapport à la traite négrière et au commerce d'esclaves, en fait, le descendant de la famille Lascelles, donc ce fameux Marc, a eu l'idée en fait de les mettre en vente pour en fait un organisme de bienfaisance. Il n'a pas gardé d'argent du tout de ces 180 000 livres. L'association s'appelle Géraldine Connor. Elle a pour but en fait de maintenir des liens culturels et éducatifs entre les Caraïbes et la Grande-Bretagne, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'îles des Antilles qui effectivement appartenaient donc à la Grande-Bretagne, et donc en maintenant ces liens culturels et éducatifs, ils ont finalement d'une certaine manière un petit peu misé sur les descendants d'esclaves et surtout ils ont à la face du monde une sorte, pas forcément de repentance, parce que personne ne leur demandait ça, mais en tout cas voilà, fait ce choix de se dire qu'ils n'allaient pas non plus gagner encore plus d'argent sur cette activité. Donc voilà, ça les honore certes, ça les dédouane pas du passé. Maintenant voilà, le pauvre Marc, il n'était pas là au XVIIIe siècle, donc on lui jette pas la pierre, mais en tout cas voilà, cet acte
méritait d'être souligné. Donc il y a deux types de rhum Harwood. On parle du millésime 1780. Ils ont a priori été distillés en alambic, puisqu'à l'époque c'était un petit peu l'usage. Je crois que la colonne est arrivée plus tard. Jerry nous en parlera, parce que je crois qu'il avait fait des vidéos là-dessus, sur les moyens de distillation. Et le light a été embouteillé à 69,38% et le dark à 57,76%. Peut-être que les degrés ont un peu bougé, parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu sûrement un peu de porosité des bouchons. Mais en tout cas, voilà, que lorsqu'ils ont été expertisés par Christie's, on arrivait à ces degrés-là. Et pour terminer cette petite chronique, simplement vous dire ce que j'ai un petit peu pensé donc de la version light à autour de 69%. On a un ressenti alcoolique qui est finalement très intégré, on pourrait dire, parce que on dirait pas au nez ni en bouche qu'on est à 69%. On est sur des arômes finalement plutôt dans le champ lexical des solvants, de la colle, partant un peu sur le vinaigre, sur la saumure de capre, sur ce genre de choses. Enfin bref, des choses auxquelles on n'est pas forcément hyper habitué, encore moins à la Barbade. À la bouche, ça se confirme, des choses assez acidulées, de la pomme verte, des notes un peu d'acétone, de vernis, bref. Voilà, c'est bien évidemment pas quelque chose qu'on boirait tous les soirs avec envie, avec passion, mais voilà, c'est un morceau d'histoire et je suis très heureux d'avoir eu cette chance de le déguster et de vous le faire vivre. En espérant pas avoir été trop long. On a perdu tout le monde, ça y est. Voilà, Olivier, nous sommes de retour. On a été dîner, en fait, on t'a laissé, on a pris le gros, puis on s'est dit, vas-y, on revient après. Ça a été si long que ça, vraiment. Pourtant, j'ai essayé de faire vite. Ta rubrique, on va l'appeler les 2 minutes. Et par contre, ça sera chronométré. Putain, bon bah tant pis. Bah désolé alors. En même temps, c'était la première. Non, mais comme ça, on sait, c'était un test pour nous aussi. Maintenant, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Bon, après, j'ai aussi pris beaucoup d'informations. J'espère en tout cas que les auditeurs qui ont pu entendre tout ça auront appris quelque chose dans cette émission. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. On atteint l'heure d'émission, donc c'est pas mal. Je sais que Jerry n'a pas encore dîné, donc voilà, il commence et donc forcément, ça commence à tirer en longueur. En tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et également à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez éventuellement certains sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans cette émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On est toujours preneur de nouveaux sujets parce que voilà, ça arrive qu'on ait quelques pannes, nous aussi, de notre côté à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez des sujets en rapport avec le rhum qui vous intéresserait plus que d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et sinon suivez-nous, écoutez l'émission sur Spotify, iTunes et YouTube toutes les 2 semaines et partagez-la avec vos amis. Voilà, on y est. Bon, ouais. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à toi aussi. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. Salut.